Madame, monsieur, bonsoir, buonasera a tutti. Bienvenue dans Intanto per l'ambiente, une émission qui se déroule aujourd'hui au Centre de recherche scientifique de Vignoles, un centre créé il y a 40 ans et situé à quelques pas des îles Sanguinaires. Intanto per l'ambiente, c'est un rendez-vous où il est question d'environnement, d'écologie, mais aussi d'énergie. Ces trois notions, les énergies renouvelables tentent d'en faire la synthèse. À l'heure de la crise du gaz et des plans de sobriété énergétique, ces énergies semblent plus que jamais d'actualité. Elles veulent concilier respect de l'environnement et indispensable besoin en électricité. Mais les énergies renouvelables sont aussi parfois critiquées pour leurs limites réelles ou supposées. Nuisances visuelles, nuisances sonores, dangers pour la biodiversité, intermittence. En Corse, au-delà des déclarations d'intention, elles sont en tout cas devenues un pilier de la production d'électricité. Elles fournissent plus d'un tiers des besoins de l'île et de nombreux projets innovants reposent sur des sources d'énergie renouvelables. Exemple ici à Vignoles avec le solaire. Gilles Noton, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. maître de conférences en énergétique et en génie des procédés à l'Université de Corse, spécialiste de ces questions d'énergie renouvelable. Et Alex Milan, bonsoir à vous aussi. Vous êtes directeur de l'Agence de l'urbanisme et d'énergie de la Corse, l'AUE, qui a fait entre autres des énergies renouvelables une de ses priorités. Alors une première question pour vous, Alex Milan. L'objectif était d'atteindre 40% de part d'énergie renouvelable dans le mix électrique de la Corse en 2023. On est en 2022, on est actuellement en gros à 34%, on le voit sur la palette. L'objectif ne sera pas tout à fait respecté, mais on s'en est quand même bien rapproché. Est-ce qu'on peut parler de satisfaction ? C'est une satisfaction, bien évidemment. Lorsqu'on fixe un objectif, on a tendance à pousser les feux le plus loin possible pour mobiliser les acteurs. Mais effectivement, comme vous connaissez le mix énergétique, vous savez que la part de la grande hydro et de l'hydro en général est très importante. Et lorsqu'on a une année un peu plus faible en hydro, écoutez, ça joue sur le taux. Mais on est en chemin pour atteindre cet objectif et surtout déjà mobilisé pour atteindre le prochain qui est fixé pour 2028, qui est de 68% d'énergie renouvelable à cet horizon. Alors, notons un regard scientifique. Vous discutez sans doute avec des scientifiques, des professeurs qui exercent dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Quand vous comparez ce qu'on fait en Corse à d'autres territoires, est-ce qu'on peut dire que la Corse est en pointe dans ce domaine ? Oui, je pense qu'il n'y a aucun problème pour le dire. En plus, la Corse, comme l'a dit Alex tout à l'heure, a un avantage énorme par rapport à beaucoup d'autres îles. C'est ce fort potentiel en eau qu'on ne retrouve pas dans la plupart des îles, et en particulier des îles méditerranéennes, et qui peut aider d'ailleurs, même, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, à l'intégration des énergies beaucoup plus intermittentes renouvelables pour augmenter encore leur part dans la production locale. Comme par exemple, quelles énergies ? Comme par exemple le photovoltaïque, comme par exemple l'éolien et ces énergies-là. Donc voilà, on le rappelle, encore une fois, vous voulez intervenir Oui, c'est pour confirmer ce que vient de dire Gilles Noton. Il y a effectivement un certain nombre de potentialités sur le territoire qui sont évidentes. Alors surtout lorsqu'on est sur ce site qui est historiquement un site dédié à la recherche et au développement. On voit que cette mobilisation des acteurs très tôt, puisque ça remonte à il y a plus de 30 ans, a participé, je dirais, à la prise de conscience et à la mobilisation. Nous avons des formations à l'université, nous avons des tas de jeunes Corses qui étudient dans ces domaines-là. Nous avons, et surtout depuis la crise de 2005, qui a été, pour le coup, si on doit retenir un élément positif, mobilisatrice, au sens où elle a fait prendre conscience de la nécessité d'augmenter la part de renouvelables pour assurer justement la sécurité du système. Mais on voit qu'on atteint, notamment en matière de photovoltaïque, des taux de développement du photovoltaïque en puissance et en énergie très importants et parmi les premiers en Europe. Alors on en parle justement maintenant, donc 34% d'énergie renouvelable dans le mix électrique corse, on le rappelle. Sur ces 34%, environ 23% sont assurés par la production hydroélectrique, nous en parlerons tout à l'heure, et donc un peu plus de 10% par le solaire, ce qui place la Corse en deuxième position des régions françaises dans la part de production photovoltaïque. Pour autant, les marges de manœuvre, les pistes d'amélioration restent importantes. Explications et illustrations avec ce reportage de Solange Graziano et de Christian Giuliano. C'est le plus grand chantier de Corse concernant la rénovation de toitures et la réalisation d'ombrières. 8000 mètres carrés de surface, le tout bientôt recouvert de panneaux solaires. Cela se passe à Corté, dans les locaux de l'AFPA.
Avec ce projet, cet organisme de formation fait une pierre deux coups. Il se débarrasse de ses toits vétustes et amiantés pour opérer une transition énergétique. Il a fallu gérer la coactivité du centre en même temps qu'on réalisait ce chantier. Et au bout de ce chemin, effectivement, mais encore une fois très complexe, on met à disposition nos toitures à des opérateurs qui viennent, installent, je dirais, à leurs propres frais et nous reversent une rente pendant une vingtaine d'années. Grâce à ce dispositif, la facture d'électricité va diminuer chaque année de 50 000 € environ. Financée par les fonds du plan de relance qui vise à décarboner notre économie, cette rénovation est amortie sur le long terme et peut servir d'exemple pour d'autres bâtiments publics. En Corse, les agriculteurs ont également joué un rôle important dans la promotion de l'énergie solaire, à l'image de Laurent. Depuis 4 ans, cet agriculteur installé à Prôné-les-Diffus-Mourbes bénéficie d'un hangar agricole d'une valeur de 100 000 €. Ce hangar, il ne l'a pas payé, c'est un professionnel du solaire qui l'a construit pour lui. En échange, Laurent lui prête son toit pour fournir de l'électricité. Le deal, il est simple. Le deal, il est que moi, j'avais besoin de construire un bâtiment. Un bâtiment, ça coûte relativement cher. Eux s'occupaient de tout, donc bon, tout ce qui était administratif. Et derrière, moi j'ai eu la jouissance d'un bâtiment, eux récupèrent le toit, font du solaire. Moi, ça ne m'impacte absolument pas. Donc on y trouve chacun notre compte. Ce type d'opération est-il encore rentable vu le contexte international ? Cet opérateur du solaire préfère rester prudent. Alors, depuis le temps ? Ça va. Hein. Ça fait combien là qu'on a construit ce hangar ? Bientôt 4 ans, je pense. Hein. On continue à proposer notre offre avec une incertitude, c'est-à-dire qu'une fois que l'on aura obtenu l'ensemble des autorisations, il faudra s'assurer que du fait de l'augmentation des coûts de matières premières, l'acier, les panneaux photovoltaïques et l'augmentation des taux d'intérêt, le projet sera toujours réalisable d'ici 1 an, c'est-à-dire à peu près le temps qu'il nous faut pour développer la centrale. Installé dans la région la plus ensoleillée de France, cet entrepreneur croit en l'avenir de cette énergie. Surtout depuis qu'on peut la stocker. Ces batteries-là, tous les soirs, fournissent à la pointe, entre 19h et 21h, au pire moment pour les gestionnaires de réseau, une énergie propre et peu chère à sa disposition pour maintenir l'équilibre offre-demande. En Corse, les fournisseurs d'énergie solaire fonctionnent avec des règles particulières. Ils doivent vendre leur production uniquement à EDF, qui fixe avec le gouvernement un tarif de rachat. Ces spécialistes ne peuvent pas fournir directement de l'électricité à des sociétés privées qui en auraient besoin, ce qui est possible sur le continent. La puissance des fermes solaires est également limitée, ce que regrette ce chef d'entreprise, car les projets sont forcément plus modestes. La clé maintenant pour arriver à des pourcentages importants d'énergie renouvelable dans le mix énergétique corse, c'est de massifier l'énergie solaire. Donc massifier l'énergie solaire, c'est faire plus de champs solaires. Mais pour vous donner un exemple, c'était une étude que nous avons fait nous en propre. Pour remplacer par exemple l'électricité produite par les centrales du Ricante et de Luciane, il faudra environ 2000-2500 hectares de panneaux solaires sur la Corse, couplés à du stockage, pour les remplacer. Vite vu, c'est 0,2% de la superficie totale de la Corse. Donc on est très très loin de remplir la Corse de panneaux solaires. En Corse, on dénombre 500 grandes installations photovoltaïques et 1670 petites unités comme les panneaux sur les toits. C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui fixe la règle du jeu. Lors de sa renégociation, la puissance admise en Corse pour chaque projet pourrait passer de 100 à 500 kW crête. C'est déjà le cas sur le continent. On a demandé à ce que ce seuil soit relevé. Ça a été fait sur la métropole continentale, mais l'arrêté pour les zones non interconnectées comme la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, etc. n'est pas encore sorti. Et donc on travaille avec les services de l'État justement pour que ces arrêtés soient modifiés. Même si notre île se situe au 2e rang national, juste derrière la Nouvelle-Aquitaine en termes de puissance photovoltaïque, la marge de manœuvre demeure importante. Avec un soleil de plus en plus prédominant, le photovoltaïque représente seulement 10% de l'énergie que nous utilisons en Corse. Alors Gilles Noton, il y a plusieurs aspects dans ce reportage, mais ce qu'on constate notamment, c'est que désormais on peut stocker l'énergie solaire. Donc l'argument qui consiste à dire que l'énergie solaire est une énergie intermittente et qu'on ne peut pas l'utiliser quand on veut
n'est plus vraiment exacte scientifiquement en réalité. Non, elle n'est plus tout à fait exacte, et ce d'autant plus qu'il y a une révolution actuellement dans les modes de production et dans les modes de distribution d'électricité. C'est que dans un avenir très proche, je parlerai d'une dizaine d'années, les réseaux électriques vont surtout être constitués de plein de petits systèmes qui vont produire, c'est un peu ce que l'on voit déjà arriver là progressivement, plus d'énormes centrales qui vont distribuer de l'électricité à des usagers, mais des petites centrales un peu partout réparties qui vont produire de l'énergie, et ça de manière, je dirais, intelligente. Alors, pour faire ça, bien évidemment, il y a la nécessité, puisque l'un des grands désavantages, il faut quand même l'admettre, des énergies renouvelables et leur intermittence, et non seulement l'intermittence, mais le fait qu'elles soient aléatoires, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas prévoir à l'avance de manière exacte ce qu'elles vont produire, la nécessité de mettre des moyens de stockage d'énergie. Alors des moyens de stockage d'énergie, il en existe beaucoup, on a parlé de l'hydrogène, mais on peut parler aussi de batteries, on peut parler de volants d'inertie, il y a tout un panel de moyens de stockage d'énergie qui sont très complémentaires, parce que très souvent on a tendance à les comparer, mais en fait elles sont complémentaires, et l'avenir c'est l'utilisation de tous ces moyens d'énergie qui vont être couplés les uns aux autres. C'est un peu ce que vous faites ici à Vigneault, là, en gros, de manière expérimentale. C'est ce que nous avons par exemple sur la plateforme Paliaorb que nous avons ici, où nous avons différents moyens de stockage que l'on essaye de coupler ensemble. Et alors, qui plus est, avoir un moyen de stockage, et c'est quelque chose d'important, certes, mais aussi faut-il savoir à quel moment on va l'utiliser, parce que si vous videz par exemple un moyen de stockage trop tôt, vous risquez d'aller vers un blackout. Donc, il y a une nécessité également de gérer ces moyens de production et ces moyens de stockage de manière... C'est un mot qu'on utilise peut-être un peu à tort et à travers aujourd'hui, mais de manière intelligente, de manière smart. Et en prévoyant aussi, et ça c'est un domaine dans lequel on travaille beaucoup ici sur ce site, de prévoir à l'avance, par certaines méthodes, je ne vais pas rentrer dans les détails, de prévoir quelle sera la production à différents horizons de temps pour pouvoir anticiper les événements et la gestion. Alex Milanus, sur cette question de l'intermittence qu'on arrive à juguler, qu'est-ce que vous en pensez? Avant, on disait qu'on ne pouvait pas dépasser 30% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, électrique. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, en fait. Tout à fait. C'était un point de repère qui avait été d'ailleurs débattu lors de la première PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie en 2015. C'était présenté comme un plafond de verre à ne pas franchir. L'intermittence était difficilement contournable. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat, vous le verrez lors du prochain débat sur la PPE révisée, où l'objectif de 68% d'énergie renouvelable est fixé pour 2028, c'est-à-dire dans très peu de temps finalement. La question de la massification des ENR et de leur augmentation massive en matière d'électricité, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que des ENR de production d'électricité. Vous l'avez dit d'ailleurs dans vos propos introductifs lors du lancement de l'émission, nous oblige, nous amène, doit nous conduire à essayer de concilier les avantages de ces énergies renouvelables, leurs inconvénients, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours disponibles. Du vent, il y en a pour faire tourner des éoliennes, pas tout le temps. Du soleil, il y en a dans la journée, mais pas la nuit, il faut stocker. L'eau, il y en a à certaines périodes et moins à d'autres. Et donc, l'idée, c'est pas de mon point de vue, et c'est pas le choix de la PPE, de choisir uniquement une filière et de la développer massivement, puisqu'on sait. La PPE, en gros, c'est le plan qui va définir la politique énergétique de la Corse. Le plan qui va définir la politique énergétique et qui fixe non seulement des ambitions, mais aussi des moyens financiers pour les atteindre. Et donc, ce qu'il faut, c'est fixer un certain nombre d'objectifs, s'assurer que ces objectifs sont tout à fait conciliables les uns avec les autres et que finalement, on développe un bouquet énergétique complet, large, et pas une seule filière. Parce que, imaginons qu'on suive l'opérateur que je connais bien et qui fait un excellent travail, qui intervient dans votre reportage, massifier le solaire, 2000 hectares de foncier. On sait que ce foncier-là, il est intéressant aussi pour l'agriculture, pour l'élevage. Et donc, il faut veiller aux équilibres et aux conflits potentiels d'usage, parce que si on génère l'expérience de l'éolien, si on génère des phénomènes de rejet, on ne fera plus rien. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre. Ce que vous voulez dire, c'est dans le reportage, quand la personne dit qu'il faudrait 0,2% de la surface totale de panneaux photovoltaïques pour qu'on arrive à la même puissance que l'Uccian et le vase de les centrales, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas que des panneaux solaires, des champs de panneaux solaires. Ça n'arrivera pas. Quand même, on est, vous le disiez tout à l'heure, en matière de photovoltaïque, pour vous citer un seul exemple,
parmi les premiers en Europe, pour ne pas dire le premier. Si on n'est pas premier, on est second, on va pas... J'aurais tendance à dire qu'on est premier, parce que je suis le directeur de l'AUE, mais peut-être l'Allemand dira que c'est lui le premier. Bon, c'est pas le sujet. Mais on voit qu'on est très fort en matière de développement du photovoltaïque. La PPE prévoit de doubler la puissance installée, ce qui nous mettra quand même dans une situation très favorable du point de vue du développement de la filière. Ce que la PPE prévoit. Maintenant, il faut développer aussi, relancer les débats sur l'hydro, la géothermie, le solaire thermique, le bois énergie pour la chaleur et pour l'électricité, la thalassothermie, tout ce qui est énergie de la mer. Enfin, il y a un certain nombre de potentiels qui sont aujourd'hui exploités, peu exploités, et qui mériteraient de l'être davantage. Alors, on va parler rapidement de l'hydraulique si vous le voulez bien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Noton? En gros, c'est ça, c'est plusieurs petites solutions et pas une grande solution. Je pense que de toute façon, le problème qu'il y a souvent aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à ne vouloir, à un problème, ne vouloir mettre qu'une solution. Il n'y a pas une solution. Effectivement, comme le disait M. Milano, l'idée, c'est de mélanger les sources de production. Si possible, bien évidemment, de les prendre les plus propres possibles, mais on n'a pas peut-être aujourd'hui la technologie qui va nous permettre d'être entièrement autonome ou autosuffisant grâce aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, je parle, dans 30 ans, on pourra en reparler. C'est pareil pour le stockage. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Et il ne faut pas faire cette erreur qui a peut-être été faite ailleurs, de tout miser sur un seul point. Sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec Alex. C'est quelque chose de très important. Et après, donc, vient le souci qui est très intéressant pour nous, parce qu'on essaye de travailler là-dessus, c'est justement de coupler tout ça ensemble, parce que ce n'est pas nécessairement toujours aussi évident. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on avance. Allez, rapidement sur l'hydraulique, parce que l'hydraulique, en fait, est la source d'énergie renouvelable la plus importante dans le mix électrique, 23%. Vous, à l'AUE, quel cas politique vous voulez emprunter? Des gros barrages, on parle aussi maintenant de micro-barrages électriques. J'allais dire les deux, mon général. L'objectif de la PPE, c'est effectivement de relancer. On parle depuis très longtemps des barrages de l'Olivèze, du rehaussement du Rizzanese, du Liamone. Enfin, il y a un certain nombre de projets qui traînent dans les tuyaux comme ça et qu'il nous faut investiguer. Donc nous, on propose dans la PPE de relancer les études. Les études, ça ne veut pas dire qu'on va faire, ça veut dire qu'on va regarder s'il y a un intérêt pour la Corse à faire. La Corse a une place centrale en matière de production hydroélectrique, un savoir-faire, des compétences. On peut développer cette filière. Et aussi, il y a tout le volet petit hydro, mini hydro. C'est intéressant parce que ça apporte une sécurité supplémentaire dans l'approvisionnement électrique. Ça apporte aussi des retombées économiques, notamment pour les communes de l'intérieur, puisque, comme vous le savez, les potentiels hydroélectriques les plus importants sont situés dans les petites communes de l'intérieur. Ça permet d'apporter aussi du développement dans l'intérieur de la Corse. Rapidement, en 1 minute, 30 secondes, il faut parler aussi des économies d'énergie. Ce n'est pas des énergies renouvelables, mais on dit souvent, le slogan, c'est la meilleure énergie. C'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Sur la politique de l'AUE, on sait qu'il y a les dispositifs Aurélie, voilà, etc. Sur quoi vous vous dirigez à présent? On a dans la PPE un triptyque. La maîtrise de l'énergie, c'est réduire les consommations. On voit qu'aujourd'hui, on a un débat qui est curatif, qui est un débat d'urgence sur les mesures à mettre en place pour accompagner les ménages, pour les aider à payer leurs factures d'énergie, parce qu'il y a conjoncturellement un problème. Nous, ce qu'on propose à l'AUE, c'est, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, on dit qu'il y a aussi des solutions de fond qui permettent aux ménages notamment d'isoler leur logement, leur habitation, pour réduire de 50 à 70% leur consommation. Ce n'est pas leur demander de réduire leur chauffage, ce n'est pas leur demander de faire des efforts, c'est leur apporter un confort supplémentaire, créer du développement économique pour les entreprises du secteur qui en ont, me semble-t-il, bien besoin. Alex Milano, merci. Gilles Noton, merci à vous aussi. Merci. Un grand merci donc aux équipes qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Demain, nous serons à Bastia. Bastia, peut-être, espérons, capitale européenne de la culture en 2028. Mais en attendant, l'information continue avec votre Corsica Zir.